Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être venus ce soir, d'être présents, d'avoir bravé le froid et la nuit pour venir ici. Je vais laisser Antonin commencer et puis on va vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la soirée. Merci encore d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très content d'être là et de voir ce genre d'événement se tenir au sein de l'IEX Marseille. La question que je me suis posée quand j'ai candidaté à la direction de l'IEX Marseille, c'est comment mieux former les étudiants à l'avenir qui les attend. Comment former des bons managers aujourd'hui? C'est une question qui m'obsède et qui m'a obsédé pendant un long moment. Et on en est arrivé à la conclusion avec Anne-Marie Guérin, Valérie Mathieu, David Simonian, que l'entrepreneuriat, c'était aujourd'hui la clé pour préparer au mieux les étudiants à l'avenir. Et je pense qu'il y a tout un tas d'éléments qui se mettent en place petit à petit qui le montrent. Si on regarde l'émergence de la gig economy, donc l'économie à la tâche, l'ubérisation d'un certain nombre de jobs, on voit qu'on va vers de l'autonomisation, alors peut-être parfois un peu trop poussé à l'extrême, mais du travail. Et donc l'entrepreneuriat, ça a un certain nombre de vertus dans le travail, mais ça a aussi un certain nombre de vertus pédagogiques auxquelles on ne pense pas forcément et qu'on essaye de mettre en exergue au sein de l'IEX Marseille, notamment donc, par l'intermédiaire du Lab eCube. Donc c'est un lab, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui connaissent, mais l'idée du Lab eCube, c'est de travailler les compétences du futur via l'entrepreneuriat, avec donc un événement qui est la Grande Kermesse, qui vise à développer une dizaine de compétences qu'on pense vraiment clés pour l'avenir. Un deuxième événement qui est très intense, qui est le WayCube, qui vise à consolider ses connaissances avec donc, ce concours entrepreneurial qu'on a créé il y a 4 ans maintenant. On vient de passer la 5e édition. Et puis avec le track eCube qui vise à développer la posture de l'entrepreneur et le projet entrepreneurial. Et donc, l'ensemble de ces dispositifs-là contribue à augmenter la prise de conscience des étudiants de l'importance de l'entrepreneuriat, augmenter leur confiance en eux et leur capacité à l'idée leur propre éducation. Et donc ça, c'est un élément qui va vraiment guider le développement de la stratégie de l'IAE pendant les années à venir. Et auquel on croit vraiment à l'IAE. Alors, il y aura des évolutions et l'idée, c'est que l'entrepreneuriat soit aussi utilisé comme un outil pédagogique dans les différents cours, de manière à renforcer l'engagement des étudiants dans les différents travaux qu'ils vont faire en cours. Donc, on a connu la fameuse méthode des cas à Harvard, on a connu la pédagogie par projet, et je pense que la pédagogie de demain, c'est de la pédagogie via l'entrepreneuriat. Et c'est ce gros projet un peu ambitieux sur lequel on travaille à l'IAE et qui fait vraiment écho à la conférence qu'on va avoir ce soir, qui sera, j'en suis persuadé, passionnante, eu égard aux précédentes manifestations organisées par l'équipe précédente de Propulse et puis l'équipe actuelle, qui est vraiment dans une dynamique incroyable et qui fait vraiment écho à tout ce qu'on essaye de mettre en place au sein de l'IAE Marseille. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir ce soir. Et puis, je laisse la parole aux intervenants. Merci. Merci beaucoup Antonin pour ces quelques mots. Moi, je vais vous parler un tout petit peu avant qu'on commence et avant de passer la parole aux intervenants et intervenantes. Je voulais juste, donc, encore une fois, vous remercier d'être là. Moi, je m'appelle Jonas, je suis le vice-président de l'association Propulse. Et juste pour un petit récap, Propulse, c'est donc une association d'étudiants et d'étudiantes de l'IAE qui fonctionne un petit peu en fait comme une agence de prestation de services. Donc, c'est-à-dire qu'on est l'interface entre les entreprises qui ont des besoins et qui nous chargent de missions et les étudiants et étudiantes de l'IAE qui vont réaliser ces missions. Donc, on a un peu un double objectif chez Propulse. On a évidemment l'activité commerciale, comme je viens de l'évoquer, mais on a aussi la montée en compétences
des étudiants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'apports théoriques de par nos cours. Et on essaye de, par ces missions et par cette activité, mettre en pratique ces savoirs. Et dans la montée en compétences vient aussi les connaissances et le savoir. Et là, c'est un petit peu dans cette optique-là que s'inscrit cet événement. Et on a aussi comme vision et comme objectif de créer une communauté, en fait, quelque chose d'assez intime entre les différentes parties prenantes de l'IAE, que ce soit les étudiants, les anciens, les alumni, les profs, l'administration, etc., de créer vraiment un dialogue et puis quelque chose qui va de l'avant tous ensemble, parce que je pense qu'on a à apprendre les uns et les unes des autres. Donc, je ne vais pas m'attarder trop sur le sujet. Juste, je tiens à dire que, parce que je ne veux pas être le seul visage qu'on voit de Propulse, alors que ce n'est pas moi qui ai organisé cet événement. Donc, juste pour préciser que c'est Tiffaine et Alice du pôle événementiel de Propulse qui ont organisé cet événement, et on les en remercie beaucoup. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Anne-Marie Guérin. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Jonas, merci à toute l'équipe Propulse, effectivement, d'organiser cet événement. On est très, très contents. Alors, bon, moi, je suis Anne-Marie Guérin, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Il y en a avec certains, on s'est vu récemment. donc voilà, je suis une des directrices en fait, du M1 et surtout, je travaille depuis 4 ans avec Antonin et Valérie Mathieu pour la création, effectivement, de toutes ces activités autour de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, comme l'a expliqué Antonin, comme pédagogie, effectivement, pour préparer tous nos étudiants, tous nos participants aux grands enjeux, en fait, qui nous attendent et tous ces grands enjeux à venir. Donc, je suis très, très contente aussi d'accueillir les différents intervenants qui sont tous des anciens. Alors, je vais les laisser se présenter, mais juste rapidement, donc Charlie Rousset, Katia Toulouse et Célisiane Rosius. Venez vous installer, on a le droit de s'asseoir. Donc, le fonctionnement de cette table ronde, donc je vais laisser effectivement chacun des intervenants se présenter. Je crois qu'on a un deuxième micro. Donc, on va traiter effectivement la thématique, vous la voyez, behind the scene, l'entrepreneuriat, ça donne quoi? L'objectif, c'est vraiment d'éclairer en fait ces aspects finalement plus humains de cette aventure entrepreneuriale. Et donc, on va aborder cette question-là à travers différentes thématiques. Donc, nos intervenants vont partager leur expérience, vont partager aussi quelques tips, parfois aussi, pour mener à bien cette aventure entrepreneuriale. Et puis, on vous laissera aussi, bien sûr, la parole, à différents moments, de façon à peut-être apporter aussi d'autres témoignages d'expérience ou à poser des questions, en fait, à nos différents intervenants. Donc, c'est Viviane, je te laisse. On m'a donné le micro, donc du coup, j'y vais. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Célisiane Rosius, je suis la fondatrice des Épaulettes. Déjà, un grand merci pour l'invitation à cette table ronde. Merci aux étudiants aussi qui, du coup, ont pensé à moi suite au cours que je leur ai donné. Donc, je suis ravie de venir partager ce temps avec vous et de pouvoir partager mon expérience de l'entrepreneuriat. Du coup, c'est le moment où je présente les Épaulettes rapidement. Ok. Donc, moi, j'ai fondé il y a 2 ans et demi les Épaulettes. Les Épaulettes, c'est un collectif de femmes qui accompagne les femmes dans le développement de leurs compétences digitales, puisque je suis persuadée que le digital est un levier pour atteindre plus d'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Et donc, on intervient à travers du mentoring digital pour les femmes salariées et entrepreneuses, de la formation professionnelle sur le digital et le leadership, puisqu'en fait, on estime que l'un ne va pas sans l'autre, et des ateliers et des conférences sur comment on peut tous et toutes utiliser le digital comme levier d'égalité dans le monde professionnel. Voilà. Bonsoir tout le monde. Pareil, je suis très contente d'être là ce soir. Merci d'avoir pensé à moi pour m'inviter, pour partager mon expérience.
aujourd'hui, comme c'est marqué là-haut, je suis coach pour la création d'entreprises, que ce soit pour les solo-entrepreneurs ou les startups. J'interviens dans une structure qui s'appelle PCE. C'est une structure qui accompagne des créateurs d'entreprises qui n'ont pas encore choisi leur statut juridique. Ça permet de tester son projet sans contrainte légale. Et donc, du coup, depuis 5 ans, j'ai eu le plaisir d'accompagner autour de 250 entrepreneurs dans cette aventure. Donc, je suis ravie de partager cette petite expérience qui est très riche d'un côté humain et technique au niveau de l'apprentissage, des compétences et de tout ce qui offre l'aventure entrepreneuriale pour un développement personnel. Donc, voilà. Merci, bonjour à tous. Bon, pour continuer dans la même tendance, merci pour l'invitation. Merci à Propulse et à l'IAE. Moi, ça me fait super plaisir d'être ici parce que j'ai été diplômé il y a 3 ans, donc cette salle m'est encore familière. C'est ici que j'ai brillé dans mes examens, ou pas toujours, je ne sais pas aussi, c'est bon, ça fait plaisir d'entendre. Donc, moi, en quelques mots, je m'appelle Charlie, je suis cofondateur de l'entreprise Morphée. Peut-être que ça vous dit quelque chose, vous l'avez peut-être déjà entendu parler en études de cas, certains d'entre vous, que je reconnais. En gros, j'ai cofondé Morphée pendant mes études, donc quand j'étais en Master 1 il y a 5 ans. Et le message que je veux faire passer, c'est que étudier et entreprendre, c'est possible, de faire les deux en même temps, et c'est même un atout, parce que finalement, c'est 2 mondes qui peuvent vivre ensemble, et l'un peut apporter à l'autre. Et donc moi, en tout cas, j'ai été ravi de concilier études et entrepreneuriat. Déjà, ça m'a permis de trouver un job plutôt facilement à la fin des études, puisque la boîte me le permettait, donc c'était une chance. Et voilà, en quelques mots, Morphée, on crée des objets déconnectés qui permettent aux utilisateurs de prendre en main leur bien-être grâce à des pratiques telles que la méditation, la sophrologie, la relaxation. Et donc aujourd'hui, on a 3 produits. On est vendu dans environ 800 magasins en France et dans une dizaine de pays dans le monde. Donc voilà, c'est une aventure qui compte maintenant une vingtaine de personnes, donc qui allait assez vite, surtout ces dernières années. Et voilà, ravi de démarrer cette table ronde avec vous et d'entendre vos premières questions. Merci à tous les 3. Alors, c'était une très bonne introduction parce qu'effectivement, il est possible de faire ses études et de démarrer un projet entrepreneurial. Et c'est effectivement toute la question qui se pose aussi parce que c'est une longue aventure. Donc, comment on fait pour organiser, pour gérer cette aventure entrepreneuriale entre la vie professionnelle, la vie personnelle, les limites, les frontières ne sont pas toujours très claires. Donc, je pense que vous avez tous des témoignages à apporter. Et puis, comment on fait finalement? Qui souhaite... Merci. Alors oui, concilier vie étudiante et vie entrepreneuriale, pour moi, c'est un énorme atout au départ parce que les études amènent un cadre théorique qui nous sert au moment où on crée une entreprise, au moment où on développe un projet. Et donc, je pouvais, dans des moments de doute ou dans des moments où j'étais perdu, me référer au cadre théorique qu'on pouvait voir ici à l'école. Et donc, ça a été un vrai atout, surtout un élément de réassurance dans des moments où on se pose des questions. Et le gros point pour moi qui a été très important, c'est tout l'accompagnement, parce que vous avez la chance aujourd'hui, quand vous êtes en cours, d'avoir en face de vous des professeurs ou des intervenants qui sont spécialistes dans leur domaine et qui, en tout cas, moi, quand je posais les questions, étaient ravis de m'aider, de me donner des conseils, de m'accompagner. Je pense à Anne-Marie, bien sûr, on a passé beaucoup de temps ensemble, mais à d'autres professeurs aussi, qui des fois, ne serait-ce qu'en 2 minutes, peuvent vous apporter un conseil, de l'expérience, un partage de connaissances, un contact, quelque chose. Et en tout cas, j'ai vraiment vu l'IAE comme étant un réservoir dans lequel je pouvais puiser en permanence quand dans mon projet professionnel, j'avais des doutes, ou même quand je voulais valider quelque chose, je passais tout le temps par l'IAE en me disant oh là, c'est une décision qui est importante, qui est structurante pour mon projet. J'ai la chance d'avoir un énorme réservoir de connaissances, de personnes, de réseaux. Puis j'ai qu'à puiser dedans pour avoir la réponse. Et donc, les 2 mondes
m'ont permis ça. Et voilà, c'est aujourd'hui, quand je paye des formations une fortune, que je me rends compte que c'était bien d'avoir beaucoup appris à l'école avant, parce que ça permet d'en faire un peu moins, bien qu'il faille en permanence rester à l'écoute des nouvelles formations, etc. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, moi, pour mon expérience sur l'association de la vie étudiante et de la vie entrepreneuriale. Ouais, du coup, effectivement, parce que moi, j'ai commencé plus tard. Avant de monter mon entreprise. Et pour le coup, je me destinais absolument pas à créer ma boîte. C'était absolument pas un projet que je pouvais avoir. Si on m'avait demandé étudiante, si je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que j'aurais dit non. Et en fait, j'ai vu ça l'autre fois passer sur Instagram et j'ai trouvé ça très vrai. C'est que j'ai quitté le salariat parce que à un moment donné, je me suis dit que j'avais envie de retrouver une certaine forme de liberté, de moyens, donc de liberté dans mon temps, dans ma gestion des gens avec qui je travaillais, de la façon dont j'avais envie de travailler, etc. Que j'avais envie de plus répondre à un cadre de 9h, 19h, 5 jours sur 7, et de retrouver de la flexibilité, de la liberté. Et puis du coup, j'ai monté ma boîte et maintenant, je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc du coup, c'est beaucoup moins rentable finalement. Mais du coup, donc, on en parlait avec Anne-Marie. Effectivement, quand on monte sa boîte, et ça, du coup, j'en avais absolument pas conscience avant, c'est son bébé, c'est notre activité. Et en plus, après, quand on commence à grossir, à avoir des gens qui rejoignent l'entreprise, la mission, etc., on a envie de partager ça, de les embarquer. Et donc, tout ça, ça prend du temps et de l'énergie. Et moi, ce qui m'a sauvée, on va dire un peu au début, c'est que mon conjoint était, lui, salarié. Donc, ça permettait, quand il rentrait à la maison, que lui, il avait fermé la porte du travail et il rentrait et la journée était terminée pour lui. Et donc, à la limite, ça m'obligeait à me dire, bon, allez, on passe à autre chose. Sauf que ça a marché pendant 2 ans et en fait, mon conjoint s'est lancé à son compte aussi. Et donc, du coup, on s'est rendu compte assez rapidement que du coup, ni l'un ni l'autre n'arrivait à avoir de fin. On n'arrivait pas à finir nos journées. Et que on continuait de bosser à la maison. En plus, moi, je travaille avec, on est 7 dans l'équipe des épaulettes et on travaille avec une quinzaine de formatrices et coachs partenaires. Et tout le monde est réparti en France. On n'a pas de bureau, en France et même à l'étranger, on en a partout. On n'a pas de bureau fixe, il y a pas de, enfin voilà, tout le monde est nomade. Et donc, du coup, ça veut dire que on n'a pas un endroit où le soir, on s'en va, on ferme la porte. On peut aller dans des espaces de coworking, etc. Mais du coup, la limite vie pro, vie perso, elle passe aussi par le fait que notre espace de travail est notre espace de vie, parfois. Et du coup, c'est d'autant plus difficile et d'autant plus important de se mettre des limites. Mais je crois que tu as mis en place une organisation, des petits rituels. Oui. Donc, ça, c'est un point qui, je pense, peut intéresser pas mal d'étudiants ou de participants ou de personnes dans notre public. Ouais, petite astuce. Donc moi, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que clairement, je frôlais le burn-out. Je me suis dit, c'est quand même dommage de faire un burn-out quand on est à son compte et qu'on choisit sa propre activité et son temps, etc. Alors que clairement, j'avais jamais frôlé le burn-out au salariat. Et donc, du coup, je me suis fait accompagner par une coach qui m'a aidée justement en tant qu'entrepreneuse à remettre mes priorités, définir mes limites, etc. Et du coup, j'ai mis en place des rituels. Donc, j'ai une alarme. Alors déjà, premier rituel que j'ai mis en place, c'est que, vous allez vous foutre de moi, j'ai une alarme qui sonne à 12h30 pour me rappeler d'aller manger. Sinon, j'ai tendance à juste me laisser emporter par ce que je suis en train de faire et d'un coup dire « il est 16h ». Ah ouais, est-ce que ça vaut encore le coup de manger ou pas ? Donc voilà, donc j'ai une première alarme qui fait ça. Sur mon ordinateur, j'ai un Mac et donc toutes les 30 minutes, mon ordinateur me dit l'heure qu'il est à voix haute. C'est très stressant pour mes clients quand je suis en formation. Mais franchement, moi, ça me sauve d'avoir une voix qui me dit « il est 18h30 ». C'est très chelou. Voilà. Et tous les soirs, dans mon agenda, j'ai un bloc qui s'appelle Stop Working, rituel du soir, qui sonne du coup à 19h, je crois. Je ne sais même pas à quelle heure il sonne, mais voilà, qui sonne à 19h et en fait qui me dit « Ok, là, c'est le moment d'arrêter,
Donc, je finalise et en fait, j'ai 3 questions. La première, c'est ma deed list. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ça me permet de combattre aussi un peu le syndrome de l'imposteur qui a tendance à dire « Non, mais tu n'as pas fini et puis tu n'as pas fait tout ce que tu avais à faire et puis en fait, du coup, tu n'as rien fait. » Donc là, je reprends le temps de me dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Donc, ma deed list. Ensuite, quelles sont mes priorités du coup pour demain et quelles sont mes intentions pour la soirée. Et généralement, ma première intention, c'est de stopper, de déconnecter et de prendre du temps pour moi plutôt que pour les épaulettes le soir. Donc ça, c'est mon petit rituel du soir. Merci Katia. Justement, c'est, je pense, effectivement une... Oui, c'est une bonne transition parce qu'il y a effectivement des choses rigolotes que je peux raconter. Moi, par exemple, dans mes coachings, j'ai constaté que certains commencent déjà mal la journée, pas prendre leur petit déjeuner. Donc, il y en a certains qui m'envoient leurs photos de petit déjeuner en disant, voilà, aujourd'hui, c'était pain au chocolat, yaourt ou quelque chose. Parce qu'effectivement, on est pris à 100% par son projet. Et comme ce que tu disais tout à l'heure, des fois, on avait la chance de travailler de 9h à 7h et quand on est entrepreneur, d'un coup, ça passe à H24, 7 jours sur 7. Donc, ça retranscrit vraiment bien aussi vraiment quelque chose de très important. C'est l'entrepreneuriat, c'est un marathon qu'on court en sprint. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre soin de soi parce que sinon, on ne va pas tenir dans la durée. Et je pense que tout le monde qui a lancé son entreprise peut en témoigner. C'est vraiment quelque chose qui est intense comme expérience. Et le 360 qu'on est obligé de faire, ça commence par bien dormir, bien manger, faire du sport, voir des amis et avoir idéalement un loisir à côté si vraiment on arrive à le trouver déjà par ses goûts personnels, mais aussi peut-être en équipe, si on travaille en équipe, ça peut aussi fédérer les gens avec lesquels on travaille. Donc ça, c'est des conseils que moi, je donne et que j'ai expérimenté moi-même parce que c'est vrai que les journées peuvent être très, très longues, sont très longues et on a des coups d'accélération par moment où là, il faut être au rendez-vous parce que sinon, on loupe vraiment des échéances super importantes. Et ça, c'est vraiment super, super dommage. Donc ça, c'est mes petits conseils. Alors, je n'attends pas de vous, je ne donnerai pas mon numéro de téléphone pour recevoir tous les photos de petit déjeuner, mais peut-être des fois, vous pouvez l'envoyer entre copains, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est super important. Vous connaissez toujours des gens qui tiennent à votre santé, qui tiennent à votre projet. Donc, n'hésitez pas de partager ça autour de vous. C'est super, super essentiel et vital pour vous et pour votre projet. Merci. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être des questions déjà sur ce sujet-là, ou peut-être des expériences à partager. Comment on fait la part des choses, comment on s'organise entre la vie privée, la vie professionnelle, la vie étudiante, la vie professionnelle. Bonsoir. Ma question, j'aurais voulu savoir sur vos activités, dans quelle phase vous êtes. Donc, Charlie, c'est plutôt une phase maintenant de grand développement ou plutôt de pérennisation d'activité ou autre, du coup, pour un peu vous remettre dans le contexte de votre entreprise. Merci. Alors nous, on en est aujourd'hui en quelques chiffres. On est une vingtaine de personnes. En 2021, on va faire 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le siège est à Aix. On ouvre un bureau à New York où on commence à monter une équipe là-bas. Et donc, nos 3 grands objectifs, c'est de développer des nouveaux produits. Aujourd'hui, on a 3 produits qui sont sur le marché. Et donc, on a cette vocation à rester innovant pour toujours rester au top des dernières nouveautés parce qu'on se rend compte qu'on est quand même sur un marché qui est hyper concurrentiel. Et donc, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers en disant « chouette, on a sorti 3 produits qui marchent, qui sont dans les top ventes, etc. » Parce qu'on sait très bien que dès l'an prochain, il faudra que ce soit notre 4e produit qui soit dans les top ventes, etc. Donc, on est très, très orienté innovation et c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qu'on aime. Ensuite, le deuxième gros challenge, c'est l'internationalisation. Donc, tout ce qu'on a réussi à faire en France, on essaye non pas de le dupliquer, c'est ce que j'ai voulu faire dans un premier temps, c'est de dupliquer le modèle français, mais on essaye d'adapter ce modèle aux différents pays qu'on cible. Et là, nous, on a une grosse partie de notre travail. Autant la partie innovation, c'était dans notre ADN dès le départ. Donc, on arrive à rester innovant. Autant la partie internationalisation, c'était moins dans notre ADN de départ, donc c'est quelque chose qu'on doit venir greffer à nos habitudes de travail. Donc, on essaie de voir l'entreprise comme étant
un groupe plus international, même dans les moyens de discuter, de communiquer, de stocker la data, etc. On n'a pas un Dropbox français puis une petite extension internationale. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. En fait, il faut vraiment que toute l'organisation de l'entreprise soit internationale si on veut réussir autant qu'on le fait en France dans les autres pays. Donc ça, c'est nos 2 premiers gros challenges. Et le 3e gros challenge, il est humain, parce que forcément, si tu veux innover et aller à l'étranger, ça fait beaucoup de projets et on n'a que 2 bras et 2 jambes, donc il faut le faire porter par des humains. Et donc c'est comme ça qu'on est passé de 2 personnes à 20 personnes en 1 an et demi. On sera 30 l'an prochain. Et donc gérer une équipe, c'est quand même du boulot parce que tu peux pas manager 20 personnes en direct. Donc il faut des personnes entre, etc. Et là vient tout l'apprentissage des choses légales, comme on m'a dit cet après-midi. Charlie, quelqu'un a fait la visite médicale? Je fais oui, non, c'est vrai que personne n'a fait de visite médicale. Voilà, ce genre de choses qu'il faut faire. Ou alors, Charlie, tu as pensé à faire les entretiens annuels? C'est obligatoire. On est déjà le 2 décembre. Je dis, non, je n'ai pas du tout pensé. Tiens, voilà quelque chose à faire. Voilà le genre de sujet au quotidien qu'on peut avoir. Et je ne suis pas spécialement un excellent RH, mais j'apprends en tout cas tous les jours. Donc voilà nos 3 grands challenges. Voilà où on en est. Ok. Moi, du coup, j'en suis où? Je suis dans une étape un peu charnière. En fait, j'ai vécu, je pense, pour l'instant, 2 étapes charnières et je suis en train de finaliser la 2e. La première étape, ça a été parce que je vous ai dit, moi, je n'avais pas vocation à devenir entrepreneuse. Ça ne m'intéressait pas en fait de monter ma boîte à la base. Et donc, du coup, généralement, quand on commence comme ça, on commence par se lancer d'abord en freelance. Et donc, parce que ce n'est pas vraiment lancer une boîte au début quand on se lance en freelance. Donc, du coup, j'ai commencé d'abord par me lancer en free pendant 6 mois à peu près. Et puis en fait, quand je me suis rendu compte que ça me dépassait, il y a eu la première étape charnière, ça a été de passer de freelance à entreprise et du coup faire en sorte et accepter que ça me dépasse et que ce soit plus Célisiane, mais que ce soit les épaulettes. Donc ça a été la première étape que j'ai traversée du coup, je pense en janvier 2020. Non, en mars 2020, au moment du confinement, c'était génial. Donc voilà, et ensuite début 2021, la 2e étape qui a commencé, ça a été du coup de me rendre compte qu'en fait j'étais en train d'exploser toute seule parce que du coup ça restait, c'était une entreprise mais ça restait juste moi derrière les épaulettes. Et du coup je me suis rendu compte que y a eu cet épisode de je flirte avec le burn-out et donc une des solutions ça a été de déléguer et donc de staffer et d'accueillir des gens dans l'équipe. Et donc là, depuis, je dirais mars-avril, je recrute. Donc là, on est 7, comme je disais, dans l'équipe. C'est une nouvelle étape et là, qui s'est aussi accélérée parce que justement, vie perso qui prend le dessus. Moi, j'attends un heureux événement pour le début d'année prochaine. Et sauf qu'en fait, ça veut dire que je vais m'arrêter de bosser pendant 3 mois minimum. Sachant que globalement, mon congé mat est du 28 février au 14 juin. Donc, vu mon activité, ça ne sert à rien que je reprenne à travailler le 14 juin. Donc, du coup, je pense que je vais reprendre en septembre. Donc, ça veut dire que là, dans mes projections 2022, moi, personnellement, je sors de mon entreprise et j'aimerais réussir à le faire vraiment, à sortir de l'entreprise pendant au moins 5 mois. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que l'équipe soit assez solide pour tourner sans la fondatrice qui aujourd'hui, pour beaucoup, ça reste les épaulettes, c'est encore beaucoup moins, quoi. Donc voilà, donc c'est une 2e étape qui est hyper challenging pour moi. Du coup, moi, mon évolution, je peux la présenter plus court. Jusqu'à là, pendant 5 ans, j'étais salariée et je le dis au passé parce que je vais changer de casquette janvier 2022 pour créer ma propre société. Donc, il n'y a pas grand-chose à raconter si ce n'est que la première réunion d'équipe le 10 décembre pour justement fédérer 10 personnes autour d'une plateforme de croissance entrepreneuriale. Donc, pour l'instant, il y a effectivement l'enjeu de créer cette société-là, de capitaliser sur toute l'expérience que j'ai pu accumuler et toutes les personnes qui m'accompagnent et qui sont passées effectivement par des phases de création eux-mêmes pour créer une très belle nouvelle aventure. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à raconter si ce n'est que ça. Voilà. Tu t'engages à un nouveau parcours entrepreneurial. Exactement, c'est ça.
Donc, ce qui nous permet de passer effectivement à la deuxième thématique, parce que ce parcours entrepreneurial, cette nécessité de bien faire la part des choses entre la vie pro et la vie perso, c'est aussi parce que ce parcours entrepreneurial, ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est aussi un parcours émotionnel. Qui souhaite s'exprimer un petit peu sur cette question-là, finalement des premières étapes, de ces fluctuations, et comment là aussi on se prépare peut-être, on les gère, qu'est-ce qu'on apprend aussi de ces fluctuations. Donc du coup, en fait, moi par rapport à ça, qu'est-ce que je peux vous dire à tous? C'est un tout petit peu cette question-là, ça fait partie des premières questions qu'on aborde quand on intègre les nouveaux porteurs de projets dans la structure dans laquelle je travaille actuellement. C'est en fait, on sait que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une balade en forêt, il y a des hauts et des bas. Et comment on se prépare au mieux à ces hauts et bas. Et nous, on fait vraiment travailler les personnes sur leur motivation intrinsèque et vraiment profonde. Pourquoi je me lance dans le projet? Qu'est-ce qui vraiment me botte quand je me lance? Donc, ça peut être changer le monde, mais ça, c'est très vaste. En général, on a vraiment quelque chose auquel on croit. Tout à l'heure, toi, tu disais justement l'égalité homme-femme et de te servir du digital pour ça. Donc, ça c'est vraiment des choses profondes en nous et qui, dans les moments difficiles, on les garde un peu comme un cap quand on fait du bateau, quand on fait de la voile. On sait qu'on tire des bords, on sait qu'on ne peut pas aller tout droit et ça nous aide à puiser dans nos ressources pour pouvoir continuer à porter le projet, même quand le soleil n'est pas au beau fixe, parce qu'on sait que demain, ça sera une nouvelle journée et une nouvelle façon d'attaquer notre projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille dès le départ, dès le premier jour, parce que c'est ça qui va nous accompagner durant toute la vie de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Pour être tout à fait honnête là-dessus, moi, je le fais un peu moins souvent, mais je pense qu'au début, une fois par mois, je cherchais des jobs sur LinkedIn. Je regardais, je me disais, OK, si je dois trouver là, si on doit tout arrêter, qu'est-ce que je fais dans la vie, en fait, voilà. Et en fait, déjà, juste de faire ça, ça me rassure à chaque fois parce que je me dis, OK, là, si je cherchais un job, je trouverais un job. Donc, il y a un plan B. Donc, je peux continuer à essayer, quoi, et à avancer. Je pense qu'au début, on vit ces expériences de c'est trop excitant, ça va tout déchirer, ça va être énorme, oh putain, ça va pas du tout, je suis une grosse merde et c'est sûr, ça va se planter. Et on repart, et ça, on le vit genre 10 fois par jour au début. Enfin, en tout cas, moi, ça a été vraiment comme ça. Après, ça se lisse. Et maintenant, c'est plus dans la durée. Donc, mes périodes de on va tout déchirer durent plus longtemps. Et mes périodes de on va se planter, on va droit dans le mur sont un petit peu plus flippantes parce que du coup, maintenant, si je vais droit dans le mur, j'embarque avec moi d'autres personnes. Et donc, ça, c'est un peu flippant. Mais d'un autre côté, je peux me permettre de dire, OK, là, je suis en panique totale. Parce que, moi, j'ai, pour le coup, dans mon équipe, on est vraiment sur des nouveaux modes de travail. C'est très, très transparent. Je suis en toute transparence avec toute mon équipe. Tout le monde a accès à peu près à toutes les données de l'entreprise en continu. Et donc, du coup, quand je me prends un gros coup de stress, généralement, je monte une réunion en disant, OK, je suis en gros coup de stress, voilà ce qui se passe, où on en est, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et souvent, en fait, l'équipe me permet aussi de rattraper, parce qu'elles me disent justement, non, mais attends, mais nous, on y croit, ça va marcher, et puis ces projets-là, c'est sûr, on va y arriver, et puis en fait, on est derrière toi, et on est tous ensemble et tout. Et là, je me dis, ouais, OK, c'est bon, on va y arriver, mais justement parce que je suis plus seule. Mais je regarde encore de temps en temps les jobs sur LinkedIn. Et en fait, à chaque fois que je regarde les jobs, je me dis, ah ouais, je crois que je ne pourrais jamais retourner dans le salariat. Donc voilà. Mais je trouve que c'est important d'avoir des plans B. En tout cas, moi, ça me rassure vachement de me dire que en fait, ça le fera, quoi. Parce que au pire, rien n'est vraiment très grave, quoi. Charlie, sur le parcours émotionnel. Alors moi, je regarde pas trop de jobs sur LinkedIn, si ce n'est pour copier les fiches de poste et pour les recrues, parce que ça me permet de gagner un peu de temps, mais pas pour moi en tout cas.
Mais en revanche, au démarrage, je faisais un peu la même chose pour me rassurer. Je me disais, quelle est la pire situation qui peut m'arriver si la boîte se plante? Je n'avais pas mis beaucoup d'argent. Je me suis dit, bon, je quand même voilà, fait des études en master, pareil de langue, je suis prof de tennis. Bah, au pire, voilà, je donnerai quelques cours de tennis et puis je rembourserai les 4 000 € que j'ai mis dans la boîte. J'irai manger chez mes parents. Et donc, je me dis, bah, le pire du pire, finalement, il n'est pas si mal. Et donc, ça permet de se lancer complètement sans prendre de risques. D'où, pour moi, en tout cas, l'intérêt de se lancer tout de suite à la sortie des études. Parce que bah, quand on n'a rien, on ne peut rien perdre. Donc, finalement, on n'a pas de voiture, on n'a pas encore de crédit à rembourser. Donc, moi, j'allais au bureau à vélo, c'était mon bien le plus cher. Donc, bah, j'avais rien à perdre. Donc, je me suis dit, lance-toi à fond. Et voilà, maintenant que ça a pris plus d'ampleur, je me suis jamais vraiment fait de soucis. En fait, j'y réfléchis pas trop, je crois. C'est peut-être que ça aide. Donc, m'y faites pas penser, surtout. En tout cas, j'ai vite d'y réfléchir. Mais non, le parcours émotionnel, forcément, on passe par des hauts et des bas. Et ce qui est le plus important pour moi, je me force, c'est toujours se réjouir. Et surtout quand on a des bonnes nouvelles, qu'on se développe, etc., ne pas devenir blasé. Et ça pourrait être mon plus gros problème. Quand on a une bonne nouvelle, de juste dire ouais, c'est cool. Faut, je pense, apprendre à tout le temps se dire je me satisfais de ce que j'ai, parce que mon associé me le répète souvent. Moi, j'ai tendance à vouloir toujours plus. On veut faire X de chiffre d'affaires, on arrive à X. Et il est super content. Et je me dis, mais on a quand même pu faire un petit peu plus sur la fin, je le sens. Et voilà, à un moment donné, il faut arrêter cette frustration et se dire, bah, je me contente de ce que j'ai à partir du moment où j'ai mis en place tous les moyens pour l'atteindre. Si je ne l'ai pas, pareil. Est-ce que j'ai mis en place tous les moyens pour l'atteindre? Oui, je ne peux rien faire de mieux. Non, et ben là, je vais changer pour la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà comment j'essaye de fonctionner. Et ça me fait penser à un exercice que m'avait fait faire Guillaume, mon associé, enfin un exercice. On a emménagé à The Camp, je ne sais pas si vous connaissez The Camp, c'est des bureaux qui sont magnifiques, à la Duran, etc. Et en fait, c'était notre rêve d'emménager à The Camp parce que pendant 1 an, on voyait les bureaux se construire et on se disait, mais peut-être qu'un jour on y sera. Et le premier jour où on y est arrivé, on avait vraiment des yeux c'était absolument extraordinaire pour nous d'arriver à The Camp. Et Guillaume avait fait cette réflexion, m'a dit, tu sais, il faudrait que tous les matins, quand on arrive au bureau, on ait ces mêmes yeux parce que finalement, le lieu, il ne changera pas. Et tous les matins, quand je sortais de ma voiture, je me disais, bon, j'y arrivais pas tout le temps, mais je me disais, essaye de regarder le lieu comme si c'était la première fois que tu le voyais. Et voilà, c'est ce genre de petites choses, parce qu'après, sinon, on peut être blasé, et c'est pas le but. Si je peux juste compléter 2 petites choses sur ce que tu viens de dire, Charlie. Effectivement, je pense que célébrer, c'est hyper important. Et, du coup, on essaye de célébrer tout, enfin vraiment, même les petites choses du quotidien. Mais ouais, prendre le temps de célébrer. Et par rapport à ce que tu disais sur, en gros, c'est quoi le pire qui peut m'arriver, je vous recommande de regarder une vidéo d'un TEDx de Tim Ferriss sur il ne faut pas définir ses objectifs, mais définir ses peurs. Et il vous donne un exercice que moi, je fais faire à toutes les entrepreneuses qui viennent en formation, au début de la formation, pour définir c'est quoi vos peurs vis-à-vis de votre activité. Et du coup, justement, il fait l'exercice du c'est quoi le worst case scénario, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire, et ce serait quoi le coût de l'inaction si vous ne faites rien. En fait, souvent, on se rend compte que le coût de l'inaction est plus cher que notre worst case scénario, et donc du coup que ça vaut le coup d'essayer en fait. Donc voilà, une petite vidéo, Tim Ferriss en TEDx. Voilà. J'avais effectivement une petite question, mais d'abord, Charlie, n'oublie pas que dans l'équipe Propulse, il y a des RH, donc si tu as besoin un moment, on est là. Et ma question était, en effet, vous avez parlé d'avoir un backup, effectivement, c'est ça peut-être que vous avez passé du côté on va se lancer à on se lance, mais j'aurais aimé peut-être avoir un peu plus de précision sur ce passage de allez, c'est parti, j'y vais, et justement, jusqu'à quel point est-ce que vous avez prévu une bande d'arrêt d'urgence en se disant bon, ben non, là, ça va un moment droit dans le mur, et est-ce qu'il faut justement prévoir de s'arrêter un moment si ça ne marche pas du tout? Oui, allez. Donc, pour répondre à cette bande d'arrêt d'urgence, en fait, moi, il y a quelque chose que je trouve super, super important. On a toujours l'impression que l'entrepreneur, c'est
le fou qui prend des risques incroyables, qui est certainement fou parce qu'il a des idées incroyables, mais il ne prend pas des risques démesurés. C'est que quelqu'un qui sait, il saute du toit, mais il sait qu'il a un parachute dans le dos et au cas où, il arrive à l'ouvrir et pas s'éclater par terre comme une grosse crêpe. Donc, c'est en fait, pour répondre à la question, en amont, ce qui est super important, c'est de dire là, jusque-là, là, je peux aller. Et j'y vais, et j'y vais à 200%, parce que si on y va en disant oh, je vais tenter, je vais voir, là en général ça ne fonctionne pas. Et là je rebondis par rapport à ce que disait Charlie tout à l'heure. Vous avez un énorme avantage quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Et moi, les personnes que j'accompagne, en général, les projets les plus extraordinaires, et ce n'est pas pour vous envoyer des fleurs, c'est en général les projets étudiants, parce que là on a de la créativité, on a de l'énergie, on a un dynamisme et pas une casserole de croyances limitantes qu'on traîne derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super, super riche. Donc, c'est là où vraiment je vous invite de dire oui, il faut se limiter. Oui, il faut se dire on ne va pas investir tout notre patrimoine, même si au début, en général, il est petit. On peut donner des cours de tennis par la suite pour les rembourser. Mais c'est vraiment de se lancer, de se faire plaisir et vraiment, vraiment, vraiment de croire en ses idées. Ça, c'est hyper, hyper important. Du coup, je suis 100% d'accord avec ce que dit Katia, mais moi, j'ai pas trop fait ça. En fait, après, je pense que c'est effectivement important de se définir des limites en fait, et de se dire à quel moment j'accepte que parce que ça peut arriver en fait. Hein. Moi, avant de lancer les épaulettes, en fait, j'ai eu une première expérience entrepreneuriale complètement foirée, qui a duré 3 mois, qui m'a fait une boucle entrepreneuriale hyper accélérée. Qui était super intéressante, qui m'a beaucoup appris, mais du coup, je pense que justement que j'ai arrêté au bon moment quand on s'est pris le mur. Enfin, du coup, on s'est déjà pris le mur, mais au bout de 3 mois, ça allait et on a décidé de ne pas continuer à rentrer dans le mur absolument. Et on s'est dit, on va passer à autre chose. Et en fait, souvent, j'ai cette pensée. Franchement, il y a plein de moments où j'ai envie d'arrêter, où je me dis, franchement, je travaille comme une tarée. J'adore ce que je fais, c'est génial, mais en fait, y a des moments où c'est dur, et donc il y a des moments où j'ai envie d'arrêter. Et ma petite phrase qui me continue de tenir qui me fait tenir le coup sur le long terme aussi, c'est de me dire que en fait, ceux qui ont réussi, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas abandonné, quoi. Et que effectivement, si j'abandonne, j'ai aucune chance de réussir. Donc voilà, après, bien entendu, ça veut dire aussi se mettre des limites en termes d'investissement, etc. Moi, c'est facile, entre guillemets, dans le sens où c'est un organisme de formation, je vends du temps de cerveau disponible. Donc, je n'ai pas d'investissement lourd, je n'ai pas de produits à créer, je n'ai pas de trucs qui me coûtent cher, en fait. Je n'ai pas beaucoup de charges. Donc, je peux perdre un petit peu, c'est pas grave, quoi. Mais je pense qu'effectivement, c'est important de se dire à un moment donné, il faut savoir quand s'arrêter. Pour l'instant, à part cette expérience foirée, ça n'a pas été le cas. Ouais, alors moi je dirais pas que je suis 100% d'accord, mais c'est parce que c'est mon côté un peu pénible, parce qu'il suffit de taper taux de survie d'une entreprise à 5 ans dans Google et vous verrez les résultats, et ça faut quand même en être conscient, que forcément il y a un risque qui est supérieur à créer une entreprise que rejoindre le salariat. C'est une certitude. Par contre, ne pas abandonner, c'est le seul moyen de réussir. Ça, par contre, j'en suis persuadé. Et j'adore lire des histoires d'entrepreneurs, écouter des podcasts, etc. Si vous vous lancez, je vous le conseille. Combien de parcours vous le racontent où, en étant à 2 doigts de la faillite ou du mur, ils ont continué. Et c'est peut-être cette petite étincelle qu'il y a eu au dernier moment, une fois dos au mur, qui a permis de débloquer la situation. Donc, je pense qu'effectivement, il ne faut jamais abandonner. Bien entendu, tout dépend après des contraintes financières, etc. qu'on se met, mais en tout cas, en démarrant, moi j'aime cette idée de mise de départ et de te dire, voilà, c'est comme si tu joues en bourse, quoi. Il y a une mise de départ, tu mets X euros, que ce soit 50, 500 ou 5000, peu importe,
mais au moins jusqu'au dernier centime, tu vas te battre et pas te dire à un moment donné, je sauve les meubles, il me reste 500 €, si je sortais maintenant, ça fera un peu moins de casse. Non, voilà, une mise de départ et puis on fonce. Et pas chercher, je pense non plus à avoir une réponse à toutes ces questions, parce que moi, je me dis avec du recul que si j'avais à l'époque une réponse à toutes mes questions, je ne me serais pas lancé parce que ça a été un peu irrationnel les choix qu'on a faits. Et au final, ils ont payé. Alors qu'avec du recul, je me dis, je ne me rendais pas compte en fait de la prise de risque qu'ils comprenaient, parce que volontairement, je ne cherchais pas à répondre à mes questions. Et donc, cette question, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va en vivre? Est-ce que ça va intéresser les gens, etc. Je me la posais, mais au final, je n'allais pas chercher les réponses jusqu'au bout. Et je pense que c'est cette insouciance qui nous a permis d'aller si vite et de faire ça. Il y a 5 ans, si tu racontais à quelqu'un que tu voulais faire un objet déconnecté avec de la méditation dedans pour t'endormir, déjà les gens, quand tu parlais de méditation, il y a encore 5 ans, ils pensaient qu'on allait en retraite au Tibet voilà, et qu'on était les jambes croisées. J'exagère un peu volontairement. Ouais, je force un peu le trait, mais ça, c'est depuis que je vis dans le sud, je me suis habitué. Parce que je suis stéphanois de part, c'est une histoire de région, etc. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc il y a ce côté sur la méditation et dire faire un objet déconnecté, parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'argent au départ, mais on a quand même emprunté 300 000 €. Donc on a quand même pris un peu de risque pour fabriquer un objet où dedans il y a des paroles pour aider les gens à dormir. Volontairement, je vulgarise et je force un peu le trait. Mais en tout cas, je pense que si quelqu'un venait me présenter un projet comme ça, et que je pouvais regarder dans le rétroviseur, j'aurais pas investi dedans et ça aurait été une bêtise. Donc peut-être que force est de constater que je suis un mauvais investisseur, ou alors que effectivement j'avais pas trouvé spécialement les réponses à toutes mes questions et que j'avais cette insouciance qui m'a permis de me lancer. Et à aucun moment on peut sécuriser à 100% un projet, on peut sécuriser à 100% un investissement. Il faut aussi avoir cette notion d'intuition, enfin, d'insouciance et d'intuition. Des fois, on ne sait pas pourquoi, mais on sent quand même, on sent que ça va marcher, même si sur le papier, ça peut être un peu bancal. Si on a une intuition, je pense qu'il faut y aller. J'ai une petite question. Moi, j'aimerais savoir, concernant vos produits ou services respectifs, comment vous avez eu cette idée en fait? Pourquoi ce produit? Pourquoi ce service? Je commence peut-être, j'ai le micro dans les mains. Alors moi, le premier produit, mais d'abord l'entreprise en général, elle vient d'une rencontre avec Guillaume, mon associé, qui était propriétaire d'un appartement à Aix, dont je louais une chambre. Et donc on était en colocation, on a presque 20 ans d'écart. Et je devais rester quelques semaines dans l'appartement, le temps de trouver une colocation. Et il s'avère qu'on a eu un coup de foudre amical, on s'est super bien entendu. Et on s'est dit, si on montait une boîte ensemble. Et pourquoi pas? Donc on cherchait un peu des idées. On a failli faire des trucs. Bref, on a failli vendre du dentifrice. On a failli monter une petite chaîne YouTube. J'ai regardé des vidéos, c'était un peu voilà, c'était rigolo. Mais en tout cas, ça n'a pas vu le jour. Et un jour, Guillaume me dit, Charlie, moi, tu sais que depuis que je fais de la méditation, ça m'aide beaucoup. J'ai beaucoup de problèmes de sommeil, notamment quand je vivais en Asie. Il a eu une carrière en Asie, au Cambodge. Et là-bas, la méditation était quand même un peu plus répandue. Ça l'avait énormément aidé. Et il dit, je pense qu'on pourrait mettre en avant la méditation pour aider les gens à dormir. Moi, c'est un sujet que je connaissais un petit peu. Ma maman est naturopathe, donc à la maison, on a toujours eu droit à des petites expériences voilà, qui n'avaient pas trop mal fonctionné. Et dans un cadre sportif, j'avais continué la sophrologie, etc. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas? Et puis au début, on avait juste cette idée. En gros, on avait la méditation, la sophrologie face aux gens qui ont du mal à dormir. Il fallait qu'on trouve le lien. Et notre entreprise, elle était au milieu. Donc, est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est un réseau de coach? Est-ce que c'est un produit? Assez vite, on est arrivé sur le produit. Et puis là, ensuite, tout a continué. Et ensuite, une fois qu'on a eu notre premier produit, j'ai envie de dire, c'est pas facile d'innover, mais c'est plus facile. Parce que forcément, quand on a un produit, qu'on le vend, qu'on a des clients, on connaît notre marché, on voit les concurrents, on sait qui sont nos clients, on sait qui sont nos prescripteurs, et on passe notre journée là-dedans. Et forcément, il y a toujours des petits tilts qui viennent nous alerter, nos clients qui nous donnent des idées par moment, ou qui au-delà de nous donner des idées, qui nous montrent un besoin. Avant, tant qu'il n'y a pas d'entreprise, personne ne va venir toquer à notre porte et dire au fait j'ai un besoin. Mais une fois qu'après il y a un produit, qu'il y a des clients, etc., qu'il y a une communauté, ben, on voit des besoins qui émergent et c'est ces besoins-là qu'on essaye de traiter.
Après, à nous de voir quand on émerge un besoin par un mail ou 2 mails, à voir si la taille du marché, c'est 10 000 personnes ou si c'est 5 millions. Mais là, on fait l'étude de marché. Mais voilà, je pense qu'une fois qu'on est lancé, on arrive plus facilement à voir des besoins émerger, à les analyser et à pousser la réflexion jusqu'au bout ou pas. Et maintenant, on pousse beaucoup de réflexions et c'est devenu une grande partie de notre travail. Beaucoup de réflexions qui s'arrêtent d'ailleurs et on met des no-go. Mais en tout cas, voilà un peu comment on innove chez nous. Alors, moi, le partage que je peux faire, c'est en fait deux voies différentes. Là, tout à l'heure, toi, tu parlais d'une communauté que vous avez, mais peut-être là, ici, vous n'avez pas une communauté à proprement parlant qu'on peut avoir Morphée aujourd'hui. Mais je suis persuadée que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être dans des groupes. Alors, je sais que Facebook, c'est plus tellement la mode, mais il y a des groupes aussi ailleurs. Et là, souvent, on voit émerger toujours les mêmes questions ou les mêmes problématiques. Et si vous avez un regard critique par rapport à ça et en disant, tiens, c'est quelque chose, ça revient, ça revient, ça revient, en fait, là, on met le doigt sur quelque chose où on se dit, là, il y a quelque chose à creuser. Comme ce que tu disais tout à l'heure autour du sommeil, les problématiques de sommeil, elles sont bien connues, elles sont bien récurrentes et malheureusement trop présentes. Et là, on met le doigt sur quelque chose et là, on peut commencer à se dire, tiens, et si je trouve une solution pour ça? Donc ça, et après, bien évidemment, il faut réfléchir sur quelle est la taille du marché, etc., etc. Mais ça peut être une première façon d'identifier un champ de recherche pour une idée. La deuxième, c'est bien souvent, soi-même, on a rencontré des problèmes, et ça, c'est les porteurs de projets que je peux, par exemple, accompagner, qui disent, là, c'est vraiment quelque chose qui m'a embêté dans ma vie perso, je l'ai vu dans mon entourage, ça peut être quelque chose qui est lié au monde du travail, ça peut être lié au monde perso de tous les jours. Et là, on se dit, ah oui, là, effectivement, ce problème-là, ça me pourrit la vie depuis si longtemps. Si je trouvais une solution, on se met à chercher et on ne trouve pas de solution. Et là, on se dit, ah, est-ce que je suis la seule personne à avoir ce problème-là ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ont cette même problématique? Et là, souvent, on commence à tirer sur la ficelle et on se rend compte que oui, il y a effectivement une idée qui est exploitable ou en fait, pas ou pas, et à ce moment-là, on continue à chercher. Et après, une petite chose, souvent, et ça, c'est très intéressant tout à l'heure quand tu parlais du dentifrice, il ne faut pas non plus avoir l'idée du siècle. Bien souvent, c'est ce qu'on dit dans l'accompagnement à la création d'entreprise, c'est l'équipe qui fait toute la différence. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire de l'or de toutes les idées, mais si vous avez vous, autour de vous, une bonne équipe, ou même si vous démarrez seul et que vous sortez de l'IAE, voilà, du coup, vous êtes bien capé pour bien commencer un projet. Et au fur et à mesure que vous avancez avec votre idée, de toute façon, en général, elle va pivoter, elle va s'adapter, vous allez l'ajuster. Et souvent, et je ne sais pas quel est votre retour d'expérience là-dessus, au niveau des épaulettes, déjà toi tu disais qu'il y avait eu des changements, et peut-être chez Morphée aussi, c'est qu'on a une idée de départ, et à l'arrivée, en cours de route, elle changera forcément et inévitablement. Donc, mon conseil, ça serait ne cherchez pas pendant des années l'idée idéale. C'est difficile d'en trouver une. Commencez avec celle que vous avez et surtout commencez parce que si vous ne commencez pas, quelqu'un d'autre peut faire à votre place. C'est Lisiane, l'idée des épaulettes et du nom des épaulettes. Et le nom des épaulettes. Ouais, je vois ça. Pour le coup, moi, je pense que j'ai un profil très, très différent de Charlie sur le rapport à l'entrepreneuriat. Parce que du coup, moi, encore une fois, je ne voulais pas être entrepreneuse. Donc, du coup, je n'ai jamais cherché une idée, en fait. Je ne me suis jamais dit, je veux lancer une boîte, il faut que je trouve une idée. C'est plus les choses qui sont arrivées, en fait, naturellement à moi de par les expériences, etc.
pour la petite histoire du coup de comment sont nées les épaulettes. Et désolée. Mais globalement, dans mes vies professionnelles salariées avant, ma dernière expérience professionnelle, j'étais salariée chez BNP Paribas et j'avais créé un programme de digital reverse mentoring. Donc, j'accompagnais les grands patrons de BNP Paribas à comprendre et utiliser le digital. Donc, quand je dis les grands patrons, c'est que j'étais digital mentor du PDG de BNP Paribas à l'époque. Donc, voilà, plutôt du grand patron, quoi. Et le premier constat, c'est que globalement, la plupart des gens que j'accompagnais, du coup, étaient des hommes blancs de 50 ans, excusez-moi. Donc déjà, première étape, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, on attend que les gens soient là-haut pour leur apporter le digital et pourquoi là-haut, tout le monde se ressemble? Donc, c'était la première étape de ma réflexion et c'est comme ça que j'ai déjà décidé de travailler plutôt dans des sujets autour de l'égalité et de l'empowerment féminin, qui était du coup le premier projet que j'ai lancé qui a foiré. Et puis après, justement, quand ce premier projet a foiré, j'ai digéré le fait que ça foire. Donc, ça a pris genre 2 mois. C'était rapide, hein, c'était un projet rapide. Donc, ça va. Et en fait, pour le coup, ce que je savais faire, c'était le digital. Ça faisait 10 ans que je baignais là-dedans et je savais que j'étais bonne sur ce sujet-là et que j'aimais transmettre, etc. Donc, j'ai fait toute la liste. Déjà, j'ai commencé par faire une liste de toutes les choses que j'aimais faire. Et j'ai testé des choses. Par exemple, moi, je suis une grosse voyageuse. Ça fait 15 ans que j'ai un blog de voyage. J'ai fait le tour du monde avant d'arriver à l'IAE. Donc voilà. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais me lancer en tant que travel planner. Donc j'ai testé le truc. J'ai proposé à des potes. J'aurais dit, vous voulez partir en vacances? Ok, je vous organise votre voyage. Et en fait, j'ai détesté le faire pour les autres. Ça m'a trop saoulé d'organiser les vacances de quelqu'un d'autre et de ne pas y aller. Donc, du coup, je me suis dit, non, en fait, clairement, je ne vais pas faire ça. Bon, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire du digital, je connais le milieu, etc. Je suis assez pédagogue, très patiente, donc je suis capable d'accompagner et de faire monter en compétence les gens. Et puis pourquoi j'ai envie de le faire? Parce que j'ai envie qu'il y ait plus d'égalité. Et en fait, au début, tout ça, c'était pas hyper clair pour moi. Je savais pas trop comment ça pouvait se concrétiser dans une idée. Ça m'a un peu frappé une nuit, vraiment, à 2h du mat, je me suis réveillée. Je me suis dit, OK, j'ai une idée. Et j'ai été écrire mon business plan, le truc qui ressemblait le plus à un business plan que j'ai jamais fait de ma vie, je pense. Et puis le lendemain, j'ai appelé une comptable que je connaissais en disant, est-ce que je peux venir te présenter un projet? Là, j'ai pensé à un truc. Et à la base, j'ai lancé que avec le mentoring. J'ai commencé que avec la partie mentoring. Et en fait, de fil en aiguille, d'opportunités, j'ai lancé l'organisme de formation. Et puis après, j'ai commencé à faire des conférences. Et voilà, la première conférence que j'ai vendue, j'avais pas créé de conférence en fait. Je me suis retrouvée face à un client potentiel à qui j'ai dit j'ai une conférence parce que j'avais cette idée que je voulais faire une conférence sur ce sujet-là. Et j'ai vendu le truc. On m'a dit, ah, mais génial, il y a quoi dans ta conférence? Et donc, j'ai vendu un truc. Il n'y avait rien parce qu'il n'y avait pas de conférence à la base. Et donc, j'ai dit, ouais, il y a ça dedans. Et tout ce que j'imaginais, la personne m'a dit, ah, mais c'est génial. Tu es dispo le 8 mars pour le faire devant 200 personnes. J'étais, ouais, grave. Ouais, ok. Et donc, je suis rentrée. J'ai mis des post-it partout sur les murs. Et je me suis dit, ok, il y a quoi dans ma conférence? J'ai écrit sur les murs, du coup, tout ce qu'il y avait dans ma conférence. Et là, j'ai appelé des gens. J'ai appelé en l'occurrence une personne qui aide justement à mettre en place ses idées, etc., que j'avais accompagné justement en lui disant, écoute, c'est à ton tour, tu peux venir. Et ensemble, on a construit la conférence et j'ai fait la conférence le 8 mars et c'était génial, c'est trop, trop bien. Donc voilà, les choses, moi en l'occurrence, elles viennent un peu à l'opportunité, quoi. J'attrape les trucs et je me dis, bon, allons-y, testons le truc. Et du coup, comment on est, le nom, les épaulettes, déjà, le nom, c'est pas mon idée, c'était l'idée de ma sœur, qui est la partie créative de la famille. Et en fait, il y a plusieurs choses dans les épaulettes. Il y a le fait que, c'est ce qu'on a dans une veste pour avoir une stature, une posture, avoir une carrure. Que c'est ce que les militaires ont sur leur épaule pour montrer leur légitimité, leur grade, pour dire que ils sont légitimes. Donc voilà. Et puis il y a la notion de s'épauler, parce que quand on lance sa boîte, on nous dit qu'il faut avoir les épaules pour porter la boîte. Donc avoir des épaulettes, ça aide. Et du coup, de s'épauler entre femmes, et de travailler entre femmes, puisque c'est des femmes, c'est un collectif de femmes au service des autres femmes. Donc voilà le nom. Merci. Ça nous fait une très bonne transition aussi parce qu'il y a un point qu'on a évoqué qui était un peu récurrent, mais sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est cette notion effectivement de s'entourer.
la notion de réseau, et le réseau, pas dans sa dimension technique, hein, c'est vraiment le réseau, c'est aussi de l'humain. Donc, peut-être Célisiane, si tu veux continuer sur cette question, savoir s'entourer pour se lancer et puis aussi pour avancer sur son projet. Ouais, du coup, moi, il y a une phrase que j'avais entendue en conférence, que je disais à Anne-Marie, que j'avais entendue en conférence et qui m'avait beaucoup marquée et que j'ai mis en place dès le début de mon projet, c'est que vous êtes la moyenne des 5 personnes les plus proches de vous. Donc, c'est important de voir qui sont ces 5 personnes en fait les plus proches de nous et de bien les choisir. Et aussi de savoir de temps en temps aller chercher des personnes qui nous inspirent pour les rameuter dans notre cercle et devenir un peu aussi d'eux. Et donc, ça, en tout cas, moi, pour me lancer, je viens d'une famille qui n'est pas du tout entrepreneur. Mon père, ça fait 35 ans qu'il bosse chez Air France et ma mère est directrice d'une école primaire. Donc, il y a zéro notion d'entrepreneuriat. Ma mère a pleuré quand j'ai démissionné de BNP Paribas parce qu'elle ne comprenait pas qu'on puisse démissionner d'une grande boîte. Ce n'était pas possible. Donc, vraiment, je n'ai pas du tout eu un entourage. Et puis, à l'époque, toutes mes amies, etc., tout le monde avait des jobs salariés à Paris. Il n'y avait personne qui s'était lancé. Et en fait, c'était assez drôle parce que du coup, j'ai commencé à m'entourer en allant chercher dans des réseaux des personnes qui m'inspiraient, etc., pour avoir des personnes autour de moi qui pouvaient du coup influencer, on va dire, sur ce que je devenais, ce que j'étais. Et en fait, je me suis après rendu compte que en fait, moi-même, je me mettais à influencer aussi les autres. Et donc, dans mon super groupe de copines d'école, on était 7 salariés en 2018. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 des salariés et on est 5 entrepreneuses ou freelance. Et en fait, on s'est tout engrainé là-dedans. Et puis après, la deuxième étape, c'est en grandissant, c'est bien s'entourer aussi avec son équipe. Parce que ce que je disais tout à l'heure, mais moi, c'est elle qui me sauve, de me dire que en fait, je peux me reposer sur d'autres. Et ça fait du bien d'avoir ces personnes-là. Merci, Charlie. Merci. S'entourer, c'est sûr que c'est essentiel. Moi, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Et pareil, je viens d'une famille pas du tout d'entrepreneurs. Toute ma famille est prof de PS. Donc, ça m'a pas spécialement aidé pour monter une boîte. Mes parents ont été un peu déçus quand ils ont compris que chiffre d'affaires et salaire, c'était pas la même chose. Parce que quand ils ont vu le premier bilan, ils se sont dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a une différence quand même. Mais non, je me suis toujours entouré, je le disais, dans un premier temps, grâce à l'école. Et ça a été une force. C'était un atout pour moi d'avoir l'école parce que je sentais que j'étais jamais seul. Il y avait tout le temps quelqu'un. Je vois que c'est marqué là-haut, mais il y avait le pôle Pépite aussi que je remercie, qui est un pôle qui accompagne les étudiants entrepreneurs. Et donc, ça permet d'avoir une réponse à ces questions, ça permet d'avoir des endroits pour se retrouver, des thèmes pour se retrouver. Et moi, j'ai toujours été friand de ça. Je suis pas du tout du style bricoleur dans sa cave au bout de 3 ans à sortir un super prototype en disant voilà, je vais le vendre, alors qu'il y en a qui ont fait ça et ça a marché. Je suis plutôt du style à aller voir les personnes, aller rencontrer ceux qui ont réussi, rencontrer ceux qui sont ratés pour comprendre. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai voulu m'attaquer au marché américain il y a 1 an et demi, j'ai contacté une vingtaine d'entrepreneurs français qui s'étaient expatriés aux États-Unis et des entrepreneurs qui avaient réussi, des entrepreneurs qui s'étaient ratés. Et j'ai fait 20 fois 1 heure. Et j'ai fait 20 heures de Skype pour vraiment essayer de comprendre et d'avoir mes premiers contacts sur place. Et c'est comme ça que le réseau est venu par le terrain, par toutes ces personnes. Il y en a avec qui ça a accroché, donc je suis encore en contact et qui m'accompagnent au quotidien. Et je pense que c'est important. La solution, je ne pense pas que ce soit acheter un livre sur Amazon, comment réussir son business aux USA et y aller. Peut-être que ça peut aider, mais je pense vraiment en l'humain qui va vous apporter un conseil qui va aussi être beaucoup plus personnalisé, qui va vous apporter pas que des conseils, mais du soutien, qui va vous apporter du partage d'expérience. Et donc, nous, c'est quelque chose, en tout cas, avec Guillaume, mon associé, qu'on fait tout le temps. Donc, d'un point de vue conseil, énergie, etc. Mais au même titre, quand on parle de s'entourer, on pense à l'équipe et aux agences avec qui on travaille. On met énormément d'énergie, pour choisir une agence ou pour choisir un freelance ou pour choisir un salarié avec qui on va travailler.
Et des fois, ça nous est arrivé, on a envie de céder à la facilité, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une graphiste, d'un ou d'une graphiste par exemple, on envoie 3, ça prend du temps, hein, faire les entretiens, etc. On n'a pas de coup de cœur, mais on se dit, bon, allez, la dernière, ça va le faire quand même, elle où il n'était pas si mal, ou pareil avec une agence, 100% du temps, on l'a regretté. Et c'est difficile des fois de se dire, je vais m'entourer des bonnes personnes avec qui je travaille, mais des fois, il faut creuser pendant 3 mois, 6 mois. Enfin, mon agence de presse, je ne sais pas combien de temps on a creusé à trouver la bonne agence de presse, parce que justement, on s'était dit, on avait vu plein d'agences de presse, il n'y en a aucune qui nous correspondait, et on s'était dit, bon, allez, celle-là, ça le fera. Une catastrophe assez rapidement. Et donc, on a continué. Et petit à petit, moi, je vois vraiment ça comme un cercle. Petit à petit, il y a des personnes, des groupes, des agences, des freelances, etc., qui viennent se rajouter autour de ce cercle fort. Et c'est ça qui fait notre force au quotidien, parce que nous, finalement, c'est pas avec nos 2 bras et nos 2 jambes chacun qu'on va réussir à développer tout ça. C'est toutes les personnes qui sont là et qui portent le projet avec nous, qui nous permettent de l'emmener plus loin. Katia, quelques conseils complémentaires? Oui, effectivement, parce que là, c'est vrai que les conseils étaient déjà très au complet. En fait, quelque part, on peut marier les deux. Moi, ce que je trouve toujours très intéressant, c'est de s'imaginer de consulter un conseil d'administration virtuel. C'est un peu ce que tu disais, c'est d'essayer de trouver des personnes qui nous inspirent sur certains aspects. Et idéalement, soit d'avoir directement déjà dans son réseau, soit d'aller leur passer un coup de fil, de demander un Skype ou un Zoom ou que sais-je, peu importe, ça c'est le moyen, mais en général, les personnes, quand on porte quelque chose qui nous motive, qui vraiment vient du fond du cœur, rarement on est en face de portes fermées, pardon, toujours en général elles sont plutôt ouvertes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant parce qu'on n'est pas seul, on ne patine pas, le moins possible, parce que, comme c'est ce que venait de dire Charlie, c'est que de temps en temps, trouver la bonne personne, ça prend malgré tout du temps et c'est important de prendre la bonne décision. Par contre, si on ne s'entoure pas du tout, c'est sûr, on ne trouvera jamais personne. Donc, ça, c'est très important. Le deuxième conseil que je donnerais, essayez d'être toujours une valeur ajoutée, vous aussi, pour le réseau. Ce n'est pas un sens unique, vous ne prenez pas, mais c'est aussi important de donner. Donc, si on toque à votre porte ou si vous pouvez aussi participer à du réseautage, c'est super important parce que c'est très riche l'échange. Et pour échanger, il faut au moins 2 personnes. Donc, ça, c'est hyper important. Voilà, ça seraient les 2 conseils que je pourrais donner, moi, de mon côté. Merci. Ben. Du coup, vous parliez de vous entourer. Donc, au début, vous avez commencé seul. Maintenant, vous êtes en train de manager des équipes. Comment ça s'est passé, en fait, ce step de transformation à passer seul avec sa boîte ou seul avec son associé à, OK, aujourd'hui, on a des équipes, on a différents membres au sein de notre société. Comment ça se passe? Est-ce que vous aviez des compétences managériales au début ou est-ce que vous aviez tout appris sur le tas? Donc, voilà votre retour d'expérience par rapport à ça. Merci. Alors moi, je pense que j'étais quand même pas très doué en tant que manager. J'espère que ça va mieux maintenant. Je me suis beaucoup formé, j'ai lu beaucoup de livres, mais ça vient sur le taf forcément. Au début, c'est super difficile parce que quand quelqu'un arrive dans la boîte et prend un sujet, c'est des sujets qu'on traitait à 100%, forcément, il va le faire moins bien que nous. Forcément. Au moins les 2-3 premiers mois, parce que nous, on connaît notre sujet par cœur, on est impliqué dedans, on connaît le logiciel, on sait comment il faut parler à la personne, etc. Il faut accepter d'avoir cette phase où la personne va faire les choses un peu moins bien, ou alors, encore pire, différemment que la façon dont on travaillait. Mais ce qui est génial, une fois que tu l'as vécu 2 ou 3 fois, c'est que tu te rends compte qu'au bout de 3 mois, la personne le fait beaucoup mieux que toi et en plus t'explique comment tu peux aller un peu plus loin. Et c'est là que tu te dis, voilà la force d'une équipe. Et donc, petit à petit, tu acceptes de déléguer. Et moi, au début, j'avais énormément de mal à déléguer. Je me souviens la première fois que j'ai délégué la partie, il y a 2 choses qui ont été difficiles, c'est la partie commerciale, parce que j'adorais aller voir les clients en France, etc. Les distributeurs, je les vois beaucoup moins maintenant,
Mais aujourd'hui, quel bonheur de voir à quel point c'est super bien fait. J'ai des reportings toutes les semaines, etc., que je lis. Et la deuxième chose, c'était les stocks, parce que c'est quand même deux choses qui sont importantes, les stocks et la vente. Quand j'ai lâché les stocks à Philippines, je me suis dit, mais c'est une catastrophe, on va peut-être être en rupture de stock, etc. Et en fait, tout va très bien, c'est génial. Et des fois, elle me dit, Charlie, ça te dit de faire un point stock? Je dis, oui, mais 5 minutes, hein, parce que vraiment, je te fais confiance et je sais que c'est mieux géré que ce que je peux faire. Et après, je pense qu'il y a une phase aussi où on se dit, quel bonheur de pouvoir déléguer. Et maintenant, la première question que je me pose quand je reçois un mail ou quand j'ai quelque chose à faire, surtout si c'est pas marrant à faire, je me dis, à qui est-ce que je peux le donner? Et c'est la première question que je me pose. Et donc, c'est génial parce que des fois, tu rentres le soir d'une journée de rendez-vous, tu as 150 mails, tu te dis, bon, alors j'en ai 130 que je vais distribuer comme ça, moi, j'en ai plus que 20 à traiter. Et voilà comment j'essaie de fonctionner. J'ai hâte d'en être là. J'ai hâte. Moi, je suis dans l'étape encore où, du coup, j'apprends à déléguer. Mais du coup, je ne vais pas avoir le choix, en l'occurrence. Donc, en fait, je me dis qu'il va bien falloir que j'y aille et que je lâche les manettes à un moment donné. Donc voilà. Mais pour le coup, là, nous, on a fait le premier séminaire des épaulettes parce que, du coup, je vous disais, les filles qui font partie de l'équipe, il n'y a que des filles, en l'occurrence, en interne, elles sont réparties un peu partout. Il y en a à Nantes. Alors, on est 2 sur Marseille, mais sinon, il y en a une à Amsterdam, une à Nantes, une à Clermont-Ferrand. Il y en a une au Gabon. Enfin, vraiment, voilà, il y en a un peu partout. Et donc, là, on a fait le premier séminaire des épaulettes il y a quelques mois, où on a réuni tout le monde. Et en fait, j'ai trop kiffé faire ça. Donc là, clairement, je leur ai dit, en fait, pendant qu'on a fait le séminaire, moi, j'ai adoré. Et en plus, je pense que je suis bonne pour faire ça. Pour le coup, c'est une de mes compétences de créer du lien. Je pense que c'est une de mes forces. Et du coup, je leur ai dit, moi, clairement, mon objectif dans la vie, c'est de faire ça, en fait. C'est d'être DRH des épaulettes, de gérer le collectif, de faire en sorte que ça marche bien, de trouver les bonnes personnes, de mettre les bonnes pépites ensemble. Mais après, moi, je ne veux plus faire le reste. Enfin, voilà. Faire du mentoring, animer des formations, etc. Je vous le donne, allez-y, faites l'opérationnel. Et moi, si je peux juste animer le collectif, franchement, je serais la plus heureuse du monde, quoi. Mais du coup, ça prend du temps. Et en fait, en plus de ça, et pour le coup, je rebondis sur ce que tu disais, Charlie, tout à l'heure, ça prend vachement de temps de trouver les bonnes personnes, vraiment beaucoup de temps. Et mon premier recrutement, c'était un mini recrutement, c'était un stage de fin d'études de 6 mois. Et en fait, je l'ai fait par hasard, on va dire. En gros, à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, là, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider, ce serait pas mal que je prenne une stagiaire. Et au même moment, j'ai reçu un mail en me disant, tiens, j'ai le CV d'une étudiante, ce serait bien de la prendre, est-ce que tu as des contacts, etc. Et en fait, je l'ai prise par hasard en me disant, oh bah oui, moi j'ai besoin, elle cherche, bah vas-y, viens. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. C'était du coup un mauvais recrutement parce que en fait, j'ai fait le recrutement par hasard et qu'elle elle comprenait pas la mission, la vision, les valeurs, etc. Et qu'elle n'avait pas finalement le bon niveau par rapport à ce que j'attendais. Donc là, dans ce cas-là, c'est en plus plutôt à l'employeur. Enfin, moi, clairement, je ne me voyais pas lui dire au bout de 2 mois, ça ne va pas le faire. Donc, elle était en stage. Donc, du coup, j'ai juste adapté ce que j'attendais d'elle par rapport à ce que j'avais imaginé pouvoir lui déléguer. Et donc, du coup, là, maintenant, je ne fais plus du tout comme ça. J'ai appris de ça. Donc, quand c'est terminé, je me suis dit, OK, et on va faire complètement différemment. Et du coup, je mets beaucoup, beaucoup d'attention au collectif, aux personnes qui rejoignent. Et là, en l'occurrence, on a mis en place un nouveau process. C'est que jusqu'ici, c'était moi qui recrutais les gens, en fait. Et en fait, là, je me suis rendu compte que le reste du collectif avait aussi besoin de fitter avec la personne. Donc maintenant, on l'a organisé là pour la dernière personne qui a rejoint. C'est que en gros, moi, j'identifie et j'amène. Et après, on valide en fait avec le reste du collectif et on se fait une réunion. Tout le monde peut poser ses questions, tout le monde échange. Et c'est une décision collective en fait. C'est pas juste moi qui choisis, quoi.
Ce que je rajouterais, c'est qu'on a beau prendre du temps pour choisir, en tout cas dans le recrutement, on fait quand même des erreurs et je pense qu'on en fera tout le temps. Et moi, au début, j'étais hyper frustré de quand même faire des erreurs. Et du coup, je me suis renseigné autour de moi, dans les autres boîtes, comment ça se passait, même dans les plus grosses structures. Enfin, l'erreur est normale et donc il ne faut pas s'en vouloir. Moi, au début, c'était terrible quand j'ai fait mes premiers recrutements et que je voyais que ça ne marchait pas et que j'ai arrêté des périodes d'essai ou alors voilà, qu'on arrêtait la collaboration. Mais je m'en voulais, c'était terrible. C'était le seul truc c'est la chose sur laquelle j'étais le plus sensible dans la boîte. Et maintenant, je l'accepte parce que je me dis, bon, bah, finalement, c'est une personne et une entreprise qui essayent de travailler ensemble. L'entreprise prend un risque, le salarié prend un risque. Souvent, ça fonctionne, mais il y a des fois où ça ne marche pas et il faut l'accepter. Et je pense qu'on a beau avoir le meilleur process RH et le meilleur DRH du monde, on fera quand même des erreurs parce que en 2 entretiens de 1/2 heure ou de 1 heure, on ne peut pas se rendre compte si on va écrire une histoire pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans ou si on ne va pas le faire. Donc, la leçon que je retiens aujourd'hui des ressources humaines, parce qu'on a dû faire une trentaine de recrutements ces 18 derniers mois, c'est que on n'éliminera pas l'erreur. Il faut juste l'accepter. C'est pas très optimiste comme message, mais je tenais à le faire passer. Du coup, alors si c'est par rapport à ça, je rebondis quand même dessus, parce que l'erreur est humaine, mais en fait, l'erreur est nécessaire. Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est où je gagne, où j'apprends. Donc, l'erreur fait partie de l'apprentissage, donc c'est comme ça qu'on grandit. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important et donne un peu d'espoir, justement, et une vision positive, justement, sur des choses qui n'ont pas fonctionné. Bien, ben merci à tous les trois. Je pense qu'on pourrait rester encore des heures à en parler pour avoir ces témoignages. Donc, on a essayé de vous donner effectivement un peu un éclairage sur cette dimension humaine. Ce qui ressort, c'est qu'effectivement, il n'y a pas qu'un modèle d'entrepreneur. Hein, ça renvoie à l'échange qu'on avait, Charlie. C'est vrai que parfois, on a un modèle d'entrepreneur, hein, un entrepreneur type Elon Musk au départ, ou enfin, peu importe. Hein, et en fait, la grande leçon, je pense qu'il faut d'abord commencer par bien se connaître soi-même, bien se comprendre soi-même, savoir ce qu'on aime, savoir quelle est sa motivation profonde, et puis savoir aussi comment on travaille, qu'est-ce qui va générer de la confiance pour pouvoir avancer, s'entourer et puis arriver là où vous en êtes arrivés. Donc, bravo à tous les trois. Et puis, un grand merci pour ces témoignages d'expérience. Je crois que voilà, je laisse la parole à Tout d'abord, merci beaucoup à vous trois pour votre retour d'expérience, pour vos témoignages. Je pense que tous les gens qui sont ici dans la salle sont super heureux d'avoir appris des choses. Peut-être pour finaliser cet échange, est-ce que vous auriez un conseil de par cette soirée, de par vos expériences, de par votre parcours, un dernier conseil, quelque chose à nous donner, nous tous qui sommes ici et qui vous écoutons? Un petit message d'optimisme pour terminer alors. Moi, je dirais, lancez-vous. Hein, si on sent, il faut y aller. Et même si on n'a pas la réponse à toutes ces questions et si on n'arrive pas à remplir toutes les cases du business plan, je pense que c'est pas grave. À un moment donné, il faut écouter son intuition. Et j'aime bien cette notion de worst case. On réfléchit au worst case. Si le worst case, on est prêt à le vivre, moi, dans ce cas-là, à un moment donné, il faut se lancer sans regarder en arrière et se dire, allez, puis on verra comment ça va se passer. Mais si on met de l'énergie et de l'envie, je pense que tout est possible. Et ça me fait rebondir sur une autre notion que je trouve super intéressante. Pas besoin d'avoir souvent, je reçois plein de messages sur LinkedIn. Comment vous avez eu cette bonne idée? Alors, déjà, merci, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, quoi. Il y a vraiment une manière de l'exécuter. Et je pense que le premier facteur de réussite, c'est l'exécution. Ce n'est pas forcément l'idée. Donc, avec de l'envie, de l'énergie et sans se poser trop de questions, on arrive à exécuter n'importe quelle idée et à en faire un succès. Chacun a sa propre définition du succès, bien sûr, mais on arrive en tout cas à l'atteinte de ses objectifs. Alors, tu as déjà pris beaucoup de mauvaises idées, là, du coup, je suis un peu à sec. Mais il y a une chose que je pourrais vous conseiller, c'est, il existe d'ailleurs un MOOC par rapport à ça, c'est l'effectuation, c'est la notion de bien s'entourer. On n'a jamais toutes les compétences et c'est comme quand
on adore faire la cuisine et on invite des copains qui arrivent à faire la super sauce pour notre viande qu'on aura choisie, le dessert qui est extraordinaire, qui complétera le repas. C'est un peu avoir cette idée-là, c'est qu'on invite des gens autour de la table entrepreneuriale avec des compétences et des connaissances et des réseaux complémentaires aux nôtres. Et là, le meilleur jour pour se lancer, c'est aujourd'hui, donc il ne faut pas hésiter. Oui, il faut se poser quelques questions, mais de toute façon, on n'aura jamais les réponses à toutes ces questions-là. Donc, si vous ne sentez pas votre chance, c'est dommage parce que, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Du coup, pour rester sur la même lancée, globalement, c'est ça, c'est de se lancer. Hein, c'est à un moment donné d'y aller. Moi, pour le coup, si je peux, un conseil, ce serait de commencer par un petit pas, de commencer par tester un truc, en fait, de faire quelque chose et de ne pas rester. Enfin, je vois beaucoup d'entrepreneuses que je peux accompagner qui font justement des grandes stratégies, des grands projets, etc., mais qui, en fait, du coup, passent jamais à l'action. Plus la stratégie est grosse et impressionnante, plus ça devient flippant de passer à l'action. Donc, en fait, se lancer avec déjà un premier petit pas, ça permet de se mettre en action. Et puis, du coup, si on se plante, c'est pas si grave, voilà, justement. Et accepter que, effectivement, c'est OK de se planter et tout le monde se plante. Et du coup, aussi de déculpabiliser un peu l'échec, quoi. Merci à tous les trois pour votre présence ce soir. Je pense que ça a aidé grandement à la réussite de l'événement. Donc, un grand merci à tous les trois. Je pense que ça a aidé pas mal d'étudiants au sein de l'IAE qui ont aussi un projet entrepreneurial. C'est aussi l'idée et la vision d'Antonin Ricard aussi d'insuffler aussi l'entrepreneuriat au sein de l'IAE. C'est ce qui est mis en place depuis plusieurs années et c'est ce qui continue d'être fait. Donc, voilà, encore merci. Je pense que ça a aidé pas mal d'étudiants ce soir. Donc, on tient aussi également à remercier évidemment l'IAE qui nous a accompagnés sur cette conférence, et notamment Anne-Marie Guérin. Donc, merci beaucoup pour avoir animé cette conférence. Bien sûr, nous avons pu collaborer avec le pôle Petite Provence, qui nous a beaucoup aidé également. Donc, on les remercie également. Les IAE, les alumni de l'IAE qui ont partagé également l'événement sur leurs réseaux respectifs. Donc, encore une fois, merci aussi. Et puis, évidemment, le Lab Innovation. Donc, voilà, merci à tout le monde pour votre présence ce soir. Merci à vous. Et on se retrouve du coup au buffet dans la bulle de l'IAE pour discuter, échanger plus en small talk. Voilà, merci beaucoup. Merci.